Quand Gabrielle Caron a commencé à reconnaître qu'elle avait les symptômes d'une dépression postpartum quelques temps après son premier accouchement, elle n'a pas posé un seul geste. Elle n'a pas osé demander de l'aide. J'ai eu des super belles grossesses, vraiment désirées, souhaitées, pas de problème de santé majeur, tout a bien été. Mais moi, j'ai déjà fait des dépressions par le passé, fait que je savais que j'étais une candidate. Et quand tu commences à lire un petit peu sur le sujet, ben tu te rends compte qu'il y a d'autres facteurs, tu sais, par exemple, ben évidemment si tu as déjà eu des tendances dépressives, si tu fais déjà de l'anxiété, si, me semble, il y a plein de trucs, genre si ta glande thyroïde est débalancée, tu peux être plus à risque de, fait que tu sais, je cochais quand même plusieurs cases, fait que j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur la dépression postpartum, sur le baby blues, j'en ai parlé à mon chum, j'en ai parlé, tu sais, comme je voulais être bien outillée si jamais ça m'arrivait, mais j'ai comme pas trouvé tant de documentation que ça, malheureusement. Quelques semaines après son accouchement, il y a son chum qui est intervenu auprès d'elle. Elle était incapable de sortir de son lit, paralysée par le sentiment de culpabilité. Elle avait pas le goût de s'occuper de son bébé. Puis moi, ce qui me gossait, là, c'est que je me disais toujours, mais tout va bien. Bel accouchement, beau bébé, beau chum, ma mère est présente, mon congélateur est plein, ma belle-mère vient. Tu sais, comme, tout est parfait. C'est encore pire. Fait que je me sentais tellement coupable de pas être parfaite comme tout était parfait. Oui. Ça. C'est quoi le point où tu dis, OK, là c'est vrai, je vais avoir besoin de plus d'aide. Écoute, moi, toute seule, j'aurais jamais rien fait. Je serais restée dans mon lit en continuant de fronter devant tout le monde de oui, mon bébé est beau, j'ai eu un bel accouchement, allons bruncher, tu sais. J'aurais absolument rien fait. On est beaucoup de mamans à avoir trouvé difficile les premiers mois, puis moi je veux qu'on en discute honnêtement, une fois pour toutes. Je m'appelle Valérie Roberts et vous écoutez Postpartum. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma belle-mère... La belle-mère de Gabrielle, la mère de son chum, ben est retraitée maintenant. En psychiatrie. Mais à l'époque où elle travaillait, était infirmière à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Moi, je pleure, je fronne tout le temps dès qu'il y a de la visite. Un soir, ma belle-mère est chez nous avec mon chum et moi, je suis dans la douche. Et là, je sors de la douche, pleure, enroulée dans ma serviette, plus capable de rien faire et tout. Mon chum vient cogner à la porte. Me semble que ça fait longtemps que t'es là, t'es-tu correct? Il rentre, et là, je pleure. Puis je suis comme, je veux pas que ta mère sache. Je veux pas que ta mère sache que je suis en train de pleurer. Je veux pas, tu sais, laisse-moi 5 minutes, là, je vais me ramasser, puis j'arrive. Mon chum sort. 3 minutes après, ma belle-mère vient cogner à la porte. Mais c'est pas ma belle-mère, c'est ma belle-mère en mode intervention. Je suis une professionnelle de la santé. OK, c'est vraiment J'adore. ça, là. J'adore. Fait que, tu sais, toute... tellement douce, tellement fine. Puis, tu sais, elle est fine en général aussi, là, tu sais. Mais là, c'était vraiment... J'avais la professionnelle de la santé devant moi qui était en première ligne. Fait qu'elle a su trouver les mots, trouver la façon de m'amener tranquillement à faire... Tu sais, il y a une psychiatre à l'hôpital qui pourrait peut-être te rencontrer. Ça sera confidentiel, inquiète-toi pas, je vais rien savoir. Tu sais, parce que il y avait cette crainte-là aussi, là, que ça se sache, ou peu importe, là, mais... Fait qu'elle a été super professionnelle. Et là, j'ai dit oui. J'ai fait, OK, tu sais, visiblement, là, ça va pas. Puis pour que ma belle-mère se mêle de nos affaires, parce que même si elle est très présente, elle est quand même très discrète, tu sais, dans notre vie personnelle. Fait que c'est comme pour qu'elle vienne intervenir. Je sais pas comment la barricade s'est construite, mais je sais qu'à ce moment précis, il y avait une main tendue, puis j'ai fait, c'est le move duquel je me remercie le plus, là, d'avoir fait, OK, allons-y. Fait que grâce à elle, ben là, j'ai eu un rendez-vous avec une psychiatre en postnatal que j'ai vu à quelques reprises, puis tu sais, qui m'a, ben, de un, médicamenté, et de deux, ben, qui m'a écouté, qui m'a éduquée aussi.
Parce que tu sais, mais tu sais pas, là. Tu sais, comme, c'est bien beau lire d'un livre, mais un coup que t'es rendu dedans, OK, mais quoi, tu sais? Oui. Fait qu'elle m'a comme éduquée, elle m'a réconfortée, elle m'a rassurée, fait que, puis tranquillement, ben, le printemps arrive, les médicaments font effet, ton bébé commence à dormir. Tu sais, il y a comme tout un amalgame, là, de tout ça. Mais, tu sais, honnêtement, si ma belle-mère n'était pas là, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que mon chum aurait pu faire parce que clairement, je l'écoutais pas. Moi, là, j'ai toujours... Pis tu sais, sûrement que toi aussi, là, avant d'avoir des bébés, moi, ultra indépendante, là, pas besoin de personne pour peinturer ma chambre, pour changer mes pneus, pour... Tu sais, tu comprends? Ultra indépendante. Fait qu'on dirait que pour moi, demander de l'aide, c'était faible. Tu sais, et ça, là, c'est vraiment une vieille mentalité, là, mais je me souviens, là, d'avoir reçu tous les petits pamphlets, là, à l'hôpital, arriver chez nous, pis tout mettre ça au recyclage. J'aurais pas besoin de tout ça, moi, j'en ai pas besoin des relevailles, pis tout, là, des petits cercles de causerie, pis blabla, hey, je suis au-dessus de ça. Fait qu'il y avait comme tout à surmonter ça aussi, de demander de l'aide. C'était pas dans ma vision. Alors que si j'avais demandé de l'aide, peut-être que ça se serait moins étiré, ou peut-être, tu sais, je sais pas, là, c'est fait, mais il y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Oui. Puis là, toi, t'as vécu une deuxième grossesse. À ce moment-là, tu tombes enceinte. Est-ce que tu te dis, oh shit, je veux pas revivre ça? Comment tu te sens? Écoute, premièrement, moi, j'ai accouché de mon premier fils. Bon, j'ai eu mon suivi et tout. J'ai été médicamentée. J'ai pris des médicaments, là, tu sais, antidépresseurs et tout. Et là, quand on a essayé pour le deuxième, j'ai arrêté les antidépresseurs. Je suis tombée enceinte. Bon, je suis très contente. Mais j'ai aussi je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Parce que c'était terrible et parce que j'ai pas le temps. J'ai un autre enfant, tu sais. Quand t'as un deuxième, ça change un peu la game de... Je peux plus, là, me vautrer dans mon lit à longueur de journée parce que, mais lui, il a 2-3 ans, il est là, maman est là, tu sais, c'est pas pareil. Fait que là, j'étais padée, là. Premièrement, premier suivi de grossesse, j'étais comme, j'ai fait une dépression postpartum, je veux immédiatement que vous me prescriviez des antidépresseurs. Genre, j'accouche, c'est la première affaire que je mange. Une pilule. Ma crise du premier fois. Non, mais c'est ça, là. J'étais genre, je veux ça. Fait qu'il est, tu sais, pis ils m'ont vraiment écouté pis ils m'ont vraiment épaulé. Fait que de un, je savais que la médicamentation m'attendait. De deux, j'avais aussi déjà de la confiance. Fait que tout ce côté-là était comme un petit peu moins présent. J'avais peut-être aussi un peu d'arrogance en me disant, je passe au travers. Là, je le sais. Fait que là, tu le sais, fait que ça va être comme plus facile. Ça n'a pas été plus facile, vraiment pas. Mais la différence, c'est que tu le sais que ça va finir. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait comme toujours ça à se raccrocher. Tu sais, moi, ma psychiatre, elle m'avait dit, c'est 40 jours se remettre d'un accouchement physiquement. Hey, fait que là, moi, je les avais comptés mes 40 jours sur le calendrier. Puis j'étais comme... Mais tu sais... ça me rapprochait, puis ça me raccrochait, puis bon, fait qu'il y avait tout ça, et là, tu peux être sûr que tous les petits pamphlets du CLSC puis tout, là, j'ai appelé les relevailles d'Espace Famille, j'avais Francine qui venait me voir une fois par semaine, mais tu sais, ce petit 3 heures avec Francine, là, que je m'y accrochais, là, et puis... j'ai ma meilleure amie aussi, à qui je demandais, des fois le soir après son travail, d'arrêter à la maison. Elle arrivait, j'ai voici mon bébé, puis moi j'allais me coucher. Fait que tu sais, ça a quand même été ultra difficile, là. Mais j'ai réussi à mettre des îlots, je sais pas comment, des bouées en fait, des bouées. J'ai réussi à mettre des bouées en place, ce qui a fait que ça a été très difficile, mais j'ai pas fait de dépression postpartum. Mais tout était là pour que j'en refasse une autre. T'sais, fait que si je m'étais pas écoutée, si j'avais pas su, t'sais, si j'avais refait comme au premier, j'en aurais clairement fait une autre. Mais là, j'étais genre, non, merci, je ne suis pas intéressée par le projet. Fait que j'ai tout placé.
Mais ça a été comme d'être alerte à tout moment, là. Puis, tu sais, mon chum est merveilleux, ma famille est merveilleuse, on a été super bien entourés, tu sais. Je suis chanceuse. C'est ça que je me... Tu sais, c'est terrible ce que je vais dire, mais est-ce que éviter la dépression postpartum, c'est un luxe? Est-ce que c'est un luxe d'éviter la dépression postpartum? Tu sais, si on est solo parental ou si on est forcé de retourner au travail rapidement, si notre famille est loin, comment est-ce qu'on peut se padder? Tu sais, comment est-ce qu'on peut se préparer à tout comme Gabrielle l'a fait? Bien, selon tous les experts à qui j'ai jasé dans les dernières semaines, la préparation, c'est la clé de voûte. C'est comme l'élément central. Mais je parle pas ici de préparer la chambre puis les petits vêtements trop cute du bébé. Ça, c'est le fun, tu sais. Moi, je parle de s'assurer que notre entourage il est prêt à réellement nous aider. Puis qui sait que c'est pas en venant prendre notre bébé dans nos bras, mais c'est en s'assurant que la maman a fait rien d'autre que de s'occuper de son bébé puis apprendre à le connaître. Je parle aussi de s'assurer qu'on a le numéro de téléphone, de plein de ressources qui existent dans notre quartier. Je parle de relevailles, je parle d'organismes, mais aussi de spécialistes de la médecine complémentaire qui peuvent nous aider à traverser plus sereinement le 4e trimestre. Tu sais, tous les dépliants qui vous donnent à la clinique pas à l'hôpital, là, ben, faut pas les mettre à poubelle. Moi aussi, je les avais jetés. J'étais certaine que je n'aurais pas besoin. J'ai amèrement regretté. Tu sais, dans mon cas, il y a 2 types de médecine complémentaire qui m'ont beaucoup aidé à traverser mon 4e trimestre. J'ai eu des consultations régulières avec une acupunctrice et avec une ostéopathe. C'est des soins de santé privés, fait qu'il faut savoir qu'il faut les payer, mais ils émettent quand même des reçus avec lesquels on peut faire une réclamation après à notre assurance. Ah, puis si vous n'avez pas de programme complémentaire d'assurance, ben demandez quand même un reçu. Vous pouvez inclure les frais que vous avez payés pour des traitements dans la déclaration d'impôt provinciale à la section frais médicaux. Donc, si on revient à la médecine complémentaire, on va commencer par l'acupuncture. J'ai discuté avec 2 acupunctrices, Julie Rivard et Rosa Alsolaire. Donc, si on veut mettre en place une boîte à outils pour traverser le 4e trimestre, comment est-ce que l'acupuncture peut nous aider? En fait, ce qui est intéressant avec l'acupuncture, c'est que on travaille différentes couches. Rosa Alsolaire. C'est vraiment une transformation physique et émotionnelle. Donc, c'est là que l'acupuncture est super intéressante parce qu'on travaille à plusieurs niveaux. Et donc, on a un impact autant au niveau physique pour calmer le système nerveux, pour aider la maman à traverser s'il y a des douleurs, s'il y a des inconforts physiques, oui. Mais aussi au niveau émotionnel. Lorsqu'on va, il y a des études en fait qui démontrent que l'acupuncture a un impact sur le système endocrinien. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là aussi. En gérant le stress, en gérant l'anxiété, l'acupunctrice Julie Rivard dit que des traitements en acupuncture, ben ça permet au corps de récupérer. Tu sais, c'est sûr que quand on donne naissance, je sais pas si tu te rappelles, mais tout de suite après l'accouchement, il y a un moment où est-ce qu'on est encore vraiment sur l'adrénaline, tu sais, on est très on est très proactive, hyper vigilante, on est comme une petite lionne qui veut comme tout protéger son nouveau petit bébé, mais en fait, les premiers instants, c'est vraiment le calme plat, tu sais, mais la maman, elle ressent pas ça. Fait que d'aller en acupuncture assez rapidement après l'accouchement, c'est de recalmer le système nerveux pour rentrer dans une phase de récupération. Donc, on a moins de stress, notre sommeil est plus profond, plus récupérateur. Fait que nos capacités adaptatives vont être maximisées. Puis ce que je comprends, c'est ce que j'ai senti avec les traitements moi-même, c'est que si le corps commence à récupérer, mais il y a plusieurs autres couches de récupération qui vont être aidées avec les traitements. Pour moi, ben ça a beaucoup aidé mon anxiété, par exemple.
Dans un monde idéal, on vous verrait les 10 premiers jours suivant l'accouchement avec bébé. On s'organise pour que bébé soit collé sur vous avec la conjointe ou un accompagnateur pour que s'il y a un besoin, tout ça. Mais on s'organise pour vraiment vous traiter avec bébé. Puis, tu sais, les raisons les plus fréquentes qu'on a, puis qu'on a des données probantes aussi, c'est vraiment justement calmer le système nerveux, autoréguler le système hormonal, c'est beaucoup aider à accompagner avec l'allaitement, c'est trop de lait, pas assez de lait, tous les inconforts comme Rosa disait, fait qu'on passe de hémorroïdes, douleur au niveau du plancher pelvien, au niveau du bassin sacrum, celles que les tranchées sont douloureuses, un peu calmées. Parce que c'est vrai que des fois, on oublie que l'acupuncture peut faire un côté physique, c'est une véritable douleur. C'est pas juste un physio, pas juste un ostéo qui peut faire ça. En acupuncture, on peut aller combiner ce que vous faites puis aller traiter aussi, t'sais. C'est super important de travailler en équipe parce que ça une douleur d'une maman qui vient d'accoucher, c'est vraiment multifactoriel dans le sens que oui, il y a les structures qui ont été très mobilisées, tu sais, comme le bassin qui s'est ouvert, puis fait qu'il y a beaucoup au niveau structurel, ce que l'acupuncture va pas, c'est pas notre champ d'expertise, mais tout ce qui est inflammation, tension musculaire, on est super bon là-dedans. Fait que de pouvoir travailler cet aspect-là, amène nos collègues à travailler mieux la structure, tu sais. Comme je vous disais, dans l'entourage que je me suis bricolé pour me soutenir dans les mois après mon accouchement, il y a aussi des traitements d'ostéopathie. J'ai parlé avec Mylène Savoie et Virginie Lévesque. Je voulais qu'elles nous expliquent ce que les traitements ostéopathiques peuvent faire pour les femmes qui traversent leur 4e trimestre. Il n'est jamais trop tôt après l'accouchement. L'ostéopathe Mylène Savoie. Il n'est jamais trop tôt pour venir prendre soin de toi parce que c'est un événement traumatique. En plus, on fait accoucher les femmes en position couchée, assise sur le dos. C'est sûr que tu vas avoir mal au sacrum et au coccyx, c'est pas naturel. Fait que ça veut pas dire ça va développer des problèmes. C'est pas toutes les femmes qui en ont, mais déjà, dans la majorité des cas, on accouche dans des positions, mon Dieu, tellement pas physiologiques. Mais puis je me fais souvent poser la question, c'est-tu trop tôt pour faire traiter un bébé? Je dis non, on peut le traiter dès qu'il sort, là. Ça, donc, bébé comme maman aussi. Le bébé, maman. Ouais, c'est ça, venir avec son bébé. Oui, moi, je les prends. T'es prends-tu, toi, Virginie? Moi, je leur dis aux mamans, tu peux prendre rendez-vous, on se fait une bulle, puis souvent, je traite les deux. Même si ça s'est bien passé, on s'entend-tu qu'un accouchement, ça reste un événement quand même, entre guillemets, traumatique. Un trauma, ça veut pas dire nécessairement toujours négatif, ça peut être positif, mais il est là quand même. Et le corps, c'est le corps de la femme enceinte, même les athlètes. Là, je vais vous écouter bien, là, mesdames. Le corps d'un athlète professionnel ne subit pas autant d'adaptations de façon aussi rapide et soutenue que n'importe qui d'autre. C'est vraiment la femme enceinte pendant 9 mois à tous les jours. C'est comme monter une montagne, là, tu fais du hiking, là. Puis qu'à chaque jour, tu rajoutes une roche dans ton sac à dos, mais tu peux pas prendre de break. Pas pour rien qu'on est rendu en haut fatigué puis qu'on a hâte d'accoucher. Mais là, en plus, rajoute l'accouchement. Tu sais, fait que oui, il faut prendre soin de soi. Puis pour mieux s'occuper de bébé, il faut s'occuper de soi aussi. Aussi, on a un peu cet aspect-là, les thérapeutes de ce qu'on appelle médecine complémentaire et alternative. On est comme plus, inclusif de tout le monde. On fait beaucoup de biopsychosocial. Donc, ça veut dire qu'on va s'assurer, moi, c'est une des choses que je demande à la mère, à la future mère ou après. Ça ressemble à quoi ton soutien social? Est-ce que tu es appuyé dans Fait que tout ça, c'est un phénomène tellement incroyable et justement énorme que d'avoir un enfant, surtout quand c'est la première fois, qu'il faut que s'assurer que tout fonctionne autour. Donc, c'est pas juste l'ostéopathie, c'est pas juste l'acupuncture. Déjà, moi, je trouve qu'avoir une prise en charge multidisciplinaire. Donc, les ostéos, des fois, on va dire, va en acupuncture, va te faire masser. Oui, il va voir la conseillère en allaitement.
Virginie Lévesque. Tu sais, là, ça va passer avec le temps, là. Non. De toute façon, si ça passe avec le temps, il y avait quelque chose a priori qui était là. Même si ça passe avec le temps, tu vas le compenser. C'est pas mieux, tu sais. T'auras plus mal juste au bassin, tu vas avoir mal éventuellement, ta colonne va te faire mal au complet, tu vas, c'est ça, développer des maux ailleurs, là. Faut s'occuper de soi aussi. On peut s'entourer de professionnels, on peut faire appel à un groupe de proches qui sont passés par là puis qui vont nous soutenir. Mais justement, si on est passé par là, on peut aussi devenir un soutien pour une nouvelle mère. Tu sais, il y a toutes sortes de couches de guérison. Puis ça, ça va nous amener à discuter d'un mot qu'on entend de plus en plus ces temps-ci. Un mot que j'aime beaucoup, la sororité. Salut, c'est Charles Tran du balado En 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? En 5 minutes répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado. La série Balado en 5 minutes est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020. On pourrait le définir simplement par une fraternité féminine ou encore une solidarité entre les femmes. Mais en fait, la sororité, c'est historiquement une réponse féministe à la fraternité, parce que la fraternité, ça exclut souvent les femmes. Donc là, on est 40 ans après le mouvement de libération des femmes, puis la sororité, c'est vraiment de retour dans le discours populaire. Il y a certaines personnes qui préfèrent maintenant parler d'adelphité. Ça, il faut savoir, adelphité, c'est un terme qui est plus neutre et surtout plus inclusif parce qu'il regroupe à la fois la fraternité et la sororité. Il n'y a pas de dimension genrée dans ce terme-là. Fait qu'adelphité, c'est la solidarité harmonieuse entre tous les humains, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient encore non-binaires. Tout ça pour dire que adelphité ou encore sororité, le mot que j'aime beaucoup, puis d'ailleurs c'est le titre de l'épisode, c'est de ça qu'on parle de plus en plus pour permettre de mieux accompagner le 4e trimestre d'une femme. Dans le fond, c'est de devenir pour elle un soutien psychique, physique et aussi moral, puis tout ça de le faire sans aucun jugement. Le postnatal est le mal-aimé de la société. Et le mal, c'est l'enfant pauvre, c'est le mal nourri, c'est celui dont on s'occupe pas tant. Elle s'appelle Annick Bourbonnais, puis c'est la présidente de l'Association québécoise des doulas. En passant, une doula, c'est une personne qui est formée pour offrir du soutien physique et émotionnel à la femme enceinte avant, pendant, mais aussi après son accouchement. Dans le fond, doula, c'est un autre terme pour dire une accompagnante à la naissance. Donc, si je reviens à Annick, en plus d'être présidente de l'Association québécoise des doulas, c'est aussi la directrice de l'Académie périnatale. Ça, c'est un endroit où c'est possible de suivre une formation pour devenir accompagnante à la naissance. Tout ça pour dire que le dossier de la périnatalité, Annick Bourbonnais, elle connaît vraiment ça. Puis pour elle, notre manière de gérer la périnatalité dans le système de santé, dans la société même, d'un point de vue interpersonnel, c'est cruel, c'est insensible. T'sais, on commence tout un suivi médical qui est très cadré à 12 semaines, puis on va nous dire quoi faire. Tu fais une échographie, tu vas faire une prise de sang, puis t'accouches. Puis ensuite, tu dois assumer. Tu t'organises toi-même. Fait que cette ambiance-là de prise en charge fait en sorte qu'on arrive en postnatal dans une posture on s'est tellement fait dire quoi faire en prénatal puis à l'accouchement qu'arrivant en postnatal, on nous remet le bébé dans nos bras puis rentre à la maison puis là, on est tout seul. Organise-toi, puis je trouve que la violence vient principalement du non-dit. T'as voulu un enfant? Tu te l'assumes. C'est fou, ça, hein? C'est un non-dit, oui. Mais qui est comme... c'est l'éléphant dans la pièce. Toi, ta spécialité, c'est tout ça. Ça fait combien de temps, mettons, que tu évolues par rapport à la maternité, à la parentalité? Professionnellement, ça fait 10 ans. OK. Ça fait 10 ans. Est-ce que tu constates qu'il y a une évolution?
Non. Non, l'évolution que j'ai constatée, c'est l'implication des pères qui a changé en 10 ans. Au départ, mettons, je te dirais, les 5 premières années, j'entendais pas comme j'entends aujourd'hui, on veut donner, je veux allaiter, mais on veut donner des biberons parce que papa veut s'impliquer, parce que je veux que mon chum s'implique. Ça, c'est assez récent dans ma pratique. Fait que je trouve que les pères ont plus bougé dans les derniers 10 ans que les mères. C'est beaucoup plus profond. Apprendre à embrasser sa vérité, à la reconnaître, à l'exprimer, à lui donner le droit d'exister, à la partager, à respecter celle de l'autre sans avoir besoin de la convaincre ou de se convaincre, juste évoluer ensemble. On parle beaucoup de sororité, en ce moment. C'est un mot qui est revenu, qui est là, qui est omniprésent, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense que on parle d'espace de sororité dans des contextes précis, mais est-ce qu'on est une femme qui est capable d'être qui est capable de générer de la sororité, de rassembler de la sororité? On est rapidement dans le jugement envers soi-même, donc on est rapidement dans le jugement et la critique envers l'autre aussi. Et tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas dans un espace de confiance, d'assurance et d'estime par rapport à soi-même, ça va être extrêmement difficile de l'être pour l'autre. Donc, une femme lève le drapeau sur les réseaux sociaux, puis elle se fait ramasser par d'autres qui sont encore dans cette souffrance-là, cette amertume-là. Il y a beaucoup, beaucoup de guérison à faire. Alors, tu sais, juste pour les grand-mères d'aujourd'hui, ce qu'elles ont vécu comme maternité, ce que leurs petites filles vivent en ce moment, leurs petites filles, ça n'a rien à voir. Fait elles ont à guérir quelque chose. Elles sont pas dans une disponibilité, justement, de « Ah, je te fais confiance, tu es merveilleuse ». Non, avale ta pilule, j'avale la mienne. Après 10 ans comme accompagnante puis comme formatrice, mais pour Annick, c'est pas mal clair que devenir mère puis savoir comment se comporter après l'accouchement, mais ça se résume pas à une liste de bonnes choses à faire puis une liste de choses à éviter, tu sais. C'est un événement qui est beaucoup plus complexe. Plus on va considérer le devenir parent comme une expérience transformationnelle, c'est pas juste factuel. Tu sais, on fait pas juste avoir un enfant comme on a une maison ou comme on a une voiture, tu sais. On met au monde un être humain et inévitablement, on s'en trouve transformé dans plusieurs couches de notre être. Puis, je pense que c'est ce qu'on a échappé depuis toujours, on devait faire des enfants. On devait avoir des enfants, on devait se marier, faire des enfants, prendre soin des enfants. Donc, on était dans le faire beaucoup. Là, on est dans l'avoir parce que ça fait partie d'une bucket list. On le choisit, on le programme, on le planifie, tu sais. Maintenant, est-ce qu'on peut être parent, dans le devenir parent comme une expérience en soi? Puis, je pense que comme société, en ce moment, c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Les grandes transitions de la vie, pour moi, mettre au monde un enfant, c'est aussi chamboulant que de perdre un parent. Toute l'arbre généalogique se fait secouer dans une phase comme dans l'autre. Donc, mais on n'a plus tellement le temps de s'occuper de ça non plus. Tu sais, c'est les grandes transitions, on est encore dans la performance. OK, t'as une semaine de congé, va régler tes affaires. Puis, ah ouais, let's go, tu sais, Fait que, merci, on a le RQAP, mais le RQAP nous envoie aussi le message qu'il faut qu'on revienne à la performance, là. 55% de ton salaire, tu sais, ah ouais, on te donne le goût de retourner, tu sais. Il faut absolument retrouver la sororité, mais la vérité, c'est que je sais pas encore comment. Je trouve que la situation actuelle est quand même triste. Tu sais, depuis un mois, depuis que mon livre est sorti puis que le balado est en ligne, j'ai reçu au moins une centaine de messages de gens qui ont dans leur entourage une femme qui s'est suicidée en période postpartum. Fait que la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que c'est fou d'entendre des histoires de détresse comme celle-là. Moi, en tout cas, ça me bouleverse.
Fait que c'est quoi les solutions? Comment est-ce qu'on peut apprendre à tendre la main pour une nouvelle maman? Qu'est-ce que la santé publique devrait faire pour que ça se passe mieux? J'en ai parlé à Annick Bourbonnais qui, comme moi, trouve que le constat, il est triste, voire même fâchant. Mais elle me disait que c'est aussi pour ça qu'elle continue de s'impliquer dans son rôle d'accompagnante puis de formatrice, parce qu'elle pense vraiment qu'on peut faire mieux. Pour elle, le rôle des doulas, des accompagnantes, c'est de se mettre au service de l'autre dans sa vérité. Je reste profondément convaincue que plus on arrive tôt dans le processus, donc en prénatal, plus on a un impact sur le postnatal. Je pense que la grande quantité d'intervenants auxquels on va être confrontés avant, pendant puis après, c'est ce qui nous fait le plus défaut en ce moment parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de continuum. La personne qui rencontre cette femme-là ou cette famille-là pour la première fois en postnatal ne sait pas à quel point elle n'est pas elle-même, elle n'est pas dans son état normal. Puis on va porter des jugements, faire des évaluations, mais ça reste qu'une personne qui est là tout au long du processus est vraiment un filet de sécurité important. Puis pour moi, les doulas, les accompagnantes font partie de ce filet de sûreté-là important. Moi, c'est là que je vois une lumière au bout du tunnel. Bon. L'accessibilité à ce genre de service-là reste assez nichée. Il faut déjà savoir que ça existe, premièrement. Après ça, il faut avoir les moyens. Il y a certains organismes communautaires qui en offrent. Maintenant, on voit des maisons de la famille travailler avec des accompagnantes à aller chercher des subventions pour ça. Puis on le sait que c'est un service qui fait une grande différence en bout de ligne. Mais on n'a pas du tout une approche proactive au Québec, là. On n'est pas du tout dans l'approche préventive. Alors, ça, pour moi, c'est les prochaines batailles là, qui sont à faire. C'est l'accessibilité, tu sais. Je me rappelle d'un CLSC quand j'étais adolescente, au coin de ma rue. Je me présentais, il y avait quelqu'un qui allait m'attraper. Tu sais, j'avais 15 ans, j'étais un ado compliqué, puis il y avait la clinique des jeunes, il y avait les services pour la population étaient réclamés par la population, étaient accessibles à la population, puis on n'est plus dans cette réalité-là. Peu importe ton problème de santé physique ou mentale ou émotionnelle, trouve le service, là, c'est une quête. Puis quand tu vas pas bien, la quête, elle est pour beaucoup insurmontable. Puis bien souvent, pour beaucoup, ça reste temporaire. C'est les premiers jours, c'est les premières semaines, c'est 24 heures, t'es brûlé bien raide, tu fais une nuit de sommeil, ça va mieux. Dans une grande majorité, ça va être temporaire. Mais ça va surtout être temporaire si tu as un espace pour l'exprimer, puis que tu te sens entendu puis reconnu là-dedans. Est-ce qu'on peut, nous, être toutes des protectrices de ça, des guerrières de ça? Une femme qui vient de donner naissance devrait se faire poser la question au moins 4-5 fois par semaine. « Hey, comment ça se passe pour vous autres? Y a-t-il des bouts plus difficiles? » Puis que ce soit normal, que ce soit banal. Encore une fois, cette rencontre-là, elle m'est vraiment rentrée dedans. C'est comme si Annick résumait toutes les rencontres que j'ai faites dans les dernières semaines, puis qu'elle condensait toutes les réflexions que j'ai eues dernièrement. Tu sais, il y a encore l'idée de la transformation de la femme quand on devient mère. L'idée aussi qu'on pousse la femme à être plus, à être tout, puis surtout à vouloir évoluer trop rapidement. Puis cette discussion-là me fait prendre conscience que je trouve qu'on a perdu notre bienveillance les unes envers les autres. Je trouve qu'on se critique rapidement sur les réseaux sociaux. On laisse pas vraiment de place pour ce qui devrait être le discours le plus répandu. Puis celui-là, selon moi, c'est celui qui parlerait de normaliser les difficultés de la matrescence. Fait qu'à toutes celles qui se sentent seules, puis qui se sentent incompétentes parce qu'elles sont pas capables d'allaiter ou encore parce que leur bébé arrête pas de pleurer. À toutes les femmes qui ont souhaité un enfant pendant tellement longtemps, puis qui maintenant n'arrivent pas à être en paix avec leur nouveau rôle. À toutes les filles qui se sentent perdues. Les filles, je vous vois. Puis si je vous vois, il y a d'autres femmes qui vont vous voir.
c'est peut-être des professionnels de la santé, votre meilleure amie, c'est peut-être une voisine ou encore une ressource dans un organisme. Ben elles sont là. Entraidons-nous, partageons notre vécu. Je pense pour vrai qu'on peut déstigmatiser le 4e trimestre. N'hésitez pas à demander à une amie si elle va bien. Faites-le sans jugement, par pure sororité. Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel postpartum.valerie@gmail.com. Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets que je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, parlez-en à vos amis, à votre famille. Assurez-vous de nous donner des étoiles. Pour vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production Cube. Bon c'est le dernier épisode de notre saison du balado Postpartum. Fait que dans les prochains mois, on va prendre le temps de préparer les futurs épisodes parce que je pense qu'il y a encore tellement à dire. Entre-temps, continuez à nous écrire, puis moi aussi, entre-temps, je vais continuer à cogner à certaines portes parce que je veux ouvrir le dialogue sur la question du suivi des femmes après la naissance. Fait qu'on s'en reparle bientôt.